Bonjour et bienvenue. Alors dis-moi, quel est ton film d'horreur préféré? Bon, c'est évidemment une question qui n'a pas de réponse exacte puisque ça dépend plus ou moins des goûts de chacun, mais du coup, je pense qu'il est plus intéressant de se demander avant tout quelle est la définition d'un film d'horreur. Cela peut paraître évident pour tout le monde, certes, mais je pense qu'il est quand même de bon ton de revenir dessus. Le film d'horreur est considéré par tous, toi et moi y compris, comme le genre de film suscitant un sentiment de peur et d'angoisse. Mais selon la définition qu'en fait Johann Scipion dans son jeu de rôle sombre numéro 2, l'horreur est plus un mode narratif qu'un genre en soi. Il peut se retrouver dans plusieurs autres genres de films, tels que les films d'aventure, les comédies ou les thrillers. Tous ces films peuvent avoir des scènes qui ont des tendances horrifiques. Et aussi, bien évidemment, dans des films qui s'en servent pour leur trame principale, à savoir les films d'horreur ou films d'épouvante selon l'appellation. Le dénominateur commun de ce genre étant bien entendu le sentiment de peur, d'impuissance, de malaise, voire de dégoût. Les films d'horreur évoluent également selon les modes, allant du film de monstre aux histoires surnaturelles, en passant par le slasher. Si comme moi tu as grandi dans les années 90, tu as certainement été bercé par des films relatant l'histoire d'une bande d'ados aux prises avec un tueur masqué, ce qu'on appelle communément les slashers. Les exemples les plus connus étant Scream, souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, ou encore Halloween, Les Griffes de la Nuit et Vendredi 13 pour les vieux de la vieille. Si par contre tu es plus contemporain des années 2000-2010, alors tu dois être plus coutumier des films fantastiques ou surnaturels traitant d'histoires de fantômes, de démons et autres joyeusetés paranormales qui titillent nos plus grandes peurs en jouant de manière plus ou moins subtile selon les cas, sur le fantasme de l'irréel et de l'irrationnel. Si on observe l'évolution du film d'horreur depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, on constate que le style, les codes, les choix de mise en scène sont tous plus ou moins utilisés de la même manière. Et je vise par là l'utilisation plus qu'abusive de ces putains de jumpscares, qui n'ont que pour seule unique fonction de permettre au spectateur de vérifier si ses sphincters anal et pelviens fonctionnent toujours. Ou pas. Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est bien de le savoir. Enfin bref, tout cet avant-propos affreusement long pour en venir à quoi au final? Eh bien, quitte à parler d'un film d'horreur, autant parler d'une référence du genre. Parmi les véritables œuvres cultes des films d'horreur, on peut citer en vrac L'Exorciste, Vendredi 13 ou encore la saga Dracula, mais le film qui va nous intéresser aujourd'hui n'est autre que Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse est un film du réalisateur américain Toby Hooper sorti en 1974 sur le sol américain. J'y reviendrai plus tard pour les dates de sortie européennes, notamment pour les dates de sortie françaises. Le synopsis en une phrase, eh bien, c'est l'histoire de 5 hippies totalement à l'ouest, parce que ce sont des hippies, qui taillent la route à travers la campagne reculée du Texas à bord d'un minivan, parce que ce sont des hippies, et qui se retrouvent par un concours de circonstances totalement capillotracté à se faire méchamment défoncer le cul par une famille de rednecks à tendance psychopathe. Oui, c'est assez maigre comme scénario, je te l'accorde, mais en même temps, c'est un film d'horreur. Tu t'attendais à quoi? Côté casting, pas grand chose à en dire dans la mesure où il est composé essentiellement d'illustres inconnus, même si effectivement il y aura toujours un ou deux péteux pour te rétorquer que non mais attends, c'est pas parce que t'as pas entendu parler d'un acteur qu'il a pas eu une carrière intéressante quoi, je veux dire, je l'ai déjà vu jouer dans un film indépendant ouzbek, sa prestation est vraiment géniale, franchement je te le conseille. Il n'empêche que si je te parle de Marilyn Burns ou de Gunnar Hansen, voilà, tu les connais pas, moi non plus, donc on s'en fout. Pour en revenir sur le film, non content d'avoir montré un franc succès aussi bien critique que public, il s'était également inscrit comme une référence du genre qui entraînera de nombreuses autres œuvres dans son sillage, au point de devenir une œuvre culte non seulement pour les aficionados de cinéma d'horreur, mais également pour l'ensemble du public pas forcément habitué à ce style de film. Ce qui t'amène donc certainement à te demander pourquoi le film a aussi bien marché à l'époque et est-ce qu'encore aujourd'hui il vaudrait la peine d'être vu? Qu'est-ce qui fait que ce film s'est inscrit en tant que référence du genre de film d'horreur quand on sait que le sentiment de peur est souvent affaire de subjectivité? Et bah ça tombe bien, c'est précisément l'objet de la chronique d'aujourd'hui. Bon, bien évidemment, dès qu'on parle de Massacre à la tronçonneuse, on a un élément qui pop dans la tête de tout le monde assez vite, donc on va aborder le point tout de suite. En effet, le principal élément qui a contribué à rendre le film culte, c'est évidemment son antagoniste principal, Leatherface. Enfin, je dis principal, mais quand on visionne le film, on se rend compte que c'est pas aussi net. Mais c'est tout de même lui que la postérité a retenu et retiendra. En même temps, le personnage a tout. Un physique imposant, un masque effrayant, aucune ligne de dialogue et une putain de tronçonneuse comme arme de prédilection. Tout ceci contribue à lui donner une aura, un charisme qui transpire même au-delà du film pour s'incruster dans l'imaginaire collectif et ne plus jamais en sortir. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui renforce le côté culte. La dimension effrayante de ce personnage provient plus de l'image qu'on se fait de lui que de ce qu'il est dans le film. Si t'as déjà vu le film, tu verras de quoi je parle si je dis qu'on est loin du tueur froid et calculateur tel que sont dépeints les psychopathes dans bon nombre d'autres œuvres. Et si tu n'as pas encore vu, eh bien, mate-le en gardant cette phrase en tête. Ce qui fait que la mayonnaise prend aussi bien avec ce personnage tient aussi certainement du fait qu'il soit inspiré d'un tueur ayant réellement existé en la personne de Ed Gein. Bon, je veux pas te faire un cours de criminologie, déjà parce qu'on n'est pas là pour ça, et surtout parce que j'ai pas vraiment pris le temps de potasser le sujet à fond. Mais en gros, Tonton Ed était un bon gros taré des familles, adepte de cannibalisme, fétichisme morbide, etc. Et que son histoire a tellement fasciné qu'il a inspiré, entre autres, la création de nombreux autres tueurs dans les œuvres de fiction, tels que ce fut le cas dans Le Silence des Agneaux, Psychose ou encore Massacre à la tronçonneuse.
Ce qu'on peut retenir aussi de ce personnage, c'est la performance de Gunnar Hansen qu'il incarne à l'écran, et qui est plutôt convaincante. En effet, rendre un personnage aussi effrayant alors qu'on ne voit pas son visage et qu'on n'entend pas sa voix, c'est plutôt impressionnant. Performance d'acteur d'ailleurs qui contribue à donner au film ses lettres de noblesse en termes de qualité. Parce que oui, Massacre à la tronçonneuse, avant d'être un film culte, est avant tout un bon film. Même mieux, un bon film d'horreur. En tout début de chronique, je faisais référence à la nuance qu'il fallait mettre entre l'idée qu'on se fait d'un film d'horreur et ce qu'est un film d'horreur de façon factuelle, à savoir une façon bien orientée de raconter une histoire. Massacre à la tronçonneuse aide à comprendre cette nuance puisqu'il ne joue pas sur une mise en scène impressionnante ou des effets de surprise tapent à l'œil, mais mise bien toute sa trame sur un sentiment de malaise permanent. L'ensemble des plans, du premier jusqu'au dernier, te relate une histoire glauque, des personnages et des situations qui te font dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Tout y passe, de la mise en scène avec des plans tournés caméra à l'épaule, des décors bien crasseux et creepy à souhait. On notera par exemple que l'on voit dans plusieurs scènes du film des ossements, qui s'avèrent être de vrais os humains. Oui, parce qu'à l'époque, ça coûtait moins cher de prendre de vrais os sur de vrais cadavres plutôt que d'en faire fabriquer en plâtre. C'est totalement dégueulasse. Ou également le jeu d'acteur qui, sans aller jusqu'à mériter un Oscar, permet de se mettre directement dans l'ambiance. Si j'ai déjà fait référence un peu plus tôt à la performance de Gunnar Hansen dans le rôle du tueur, les autres membres du casting ne sont pas en reste. Mention spéciale aux Scream Queens, dont les cris d'angoisse ont dû leur coûter au moins une corde vocale, mais qui donnent son ton si particulier au film. D'ailleurs, tant qu'on est sur les cris, on peut aussi parler de la bande-son qui est volontairement saturée dans les moments les plus bruyants du film, pour renforcer le malaise et le sentiment d'inhumanité de la situation qui se déroule sous nos yeux. Nos yeux qui ne sont pas épargnés non plus, puisque lors des séquences se déroulant de nuit, les images sont plutôt sombres, pas toujours très nettes, ce qui déjà nous bute un peu les yeux, et surtout nous oblige à laisser travailler notre imagination pour combler les trous. Tout à l'heure, je faisais référence aux jumpscares de manière un peu péjorative. C'est vrai. Je ne dis pas qu'ils sont nuls ou qu'ils ne servent à rien, bien au contraire, mais je trouve que c'est un petit peu une solution de facilité, puisqu'en gros il suffit de prendre une situation où il ne se passe pas grand chose, t'insères un jumpscare, et boum, t'as ta scène angoissante. A l'inverse, Massacre à la tronçonneuse prend le temps d'installer une ambiance. Tu as bien le temps de voir venir ce qui va se passer, et une fois que les événements s'emballent, on n'assiste pas à un sursaut ou à une accélération du rythme, bien au contraire, les scènes traînent en longueur, bien comme il faut, pour te laisser toute l'occasion de profiter de ce qui se passe. Un peu comme dans la scène du repas par exemple. Si t'as déjà vu le film, tu vois tout de suite de quoi je parle. Et si tu ne l'as pas encore vu, eh bien, dis-toi tout simplement que cette scène, c'est le point d'orgue du film. Massacre à la tronçonneuse dans toute sa quintessence. Tous les éléments que j'ai abordés et qui allaient dans le sens Massacre à la tronçonneuse est un bon film d'horreur sont évidemment distillés sur tout le film, mais sont également tous condensés sur cette seule scène. Cette scène, c'est LA scène du film. Je ne t'en dis pas plus pour ne pas te spoiler, mais sache-le quand même. Massacre à la tronçonneuse est également un film qui bénéficie d'une grosse réputation. En effet, le film a aujourd'hui plus de 40 ans et s'il bénéficie encore d'un tel succès d'estime, c'est grâce à l'image qu'il véhicule. Si tu as été attentif, tu auras remarqué que j'ai volontairement passé sous silence les dates de sortie européenne du film un peu plus tôt. Et ce n'est pas pour rien, puisque si l'on prend l'exemple précis de la France, le film est sorti certes un an après les États-Unis, mais n'est resté en salle qu'une semaine, et est ressorti des années plus tard en vidéo, en raison de la censure. Si de nos jours une œuvre peut difficilement être censurée, surtout avec l'avènement d'Internet qui permet à tout type d'artiste de s'affranchir des carcans des médias plus traditionnels, et qui permet également aux spectateurs de trouver absolument tout ce qu'ils veulent à partir du moment où ils le cherchent, à l'époque de Massacre à la tronçonneuse, la censure ce n'était pas rien. Et si un film était interdit de sortie sur un territoire, cela devenait un véritable chemin de croix pour s'en procurer une copie. Et si on ajoute à cela la propension naturelle chez l'homme à absolument chercher à obtenir ce qu'on lui refuse, eh bien on crée un engouement inouï pour un film que finalement peu de gens ont vu. En gros, aujourd'hui on appellerait ça faire le buzz. Mais malgré toutes ces qualités, il n'en reste pas moins un aspect du film dont on peut difficilement se détacher et qui peut même en rebuter certains, qui tient au fait que le film a vieilli. Comme je le disais tout à l'heure, le film est sorti il y a plus de 40 ans, ce qui, objectivement, le met en total décalage avec nos standards actuels. Enfin, en même temps, c'est un défaut sans en être un. On peut éventuellement se dire que la qualité de l'image, le film ayant été tourné en caméra 16 mm, moins cher à l'époque. La pertinence, ou plutôt le manque de pertinence, de certains dialogues. L'ambiance 70s, tous ces éléments peuvent contribuer à nous éloigner en tant que spectateurs de l'intrigue portée par le film. La fameuse réputation du film peut également lui nuire sur certains points. Je n'ai pas encore abordé le sujet jusque-là, mais le titre du film est relativement trompeur quant à son contenu. Au vu de celui-ci, on s'attend à assister à une boucherie à base de tronçonnage de membres montrés face caméra, des hectolitres d'hémoglobine, de la bonne chair à vivre bien dégueulbie, etc. Et ben en fait, pas du tout. S'il est effectivement fait usage d'une tronçonneuse dans le film, celle-ci ne sert qu'à tuer un seul personnage, et même mieux, ou pire, c'est selon, le film ne comprend quasiment aucune scène gore. Relativement peu de sang, pas de boyaux. Le film est une preuve qu'au cinéma, comme sur beaucoup d'autres supports, suggérer peut être bien plus efficace que de montrer. Ceci pouvait également se justifier par le budget assez bas du film, obligeant à se dispenser de tout effet visuel impressionnant qui aurait nécessité de faire péter le porte-monnaie. On peut éventuellement penser, en visionnant Massacre à la tronçonneuse, qu'il véhicule des clichés vus et revus dans ce type d'œuvre.
les protagonistes qui se séparent alors que visiblement un danger rôde, le méchant tueur qui court de façon étrangement lente, les cris d'angoisse qui explosent de records de décibels, et j'en passe. Mais en tenant compte de son ancienneté, il paraît évident que ce sont les films suivants qui se sont inspirés de ces codes en pompant sur Massacre à la tronçonneuse, et non l'inverse. C'est d'ailleurs pour cette raison que je dis que le côté vieillot du film est un défaut sans en être un. Il s'agit là d'une dimension qui dépend plus de ce qui gravite autour du film que du film en lui-même. En somme, on peut dire qu'il est important de le relever, mais pas forcément important de le retenir. Voilà pourquoi il me paraissait intéressant de traiter de ce film, non pas seulement pour son côté culte, mais aussi et surtout parce que c'est un film réussi. Bien sûr, le fait que le film plaise est laissé à l'appréciation de chacun, on pourra toujours trouver des gens qui n'aiment pas Massacre à la tronçonneuse. Surtout si notre culture de films d'horreur se compose essentiellement de films récents, mais il n'empêche que cela reste quand même un bon film. Je n'aurais pas la prétention de dire que les films d'horreur actuels sont tous bons ou tous mauvais. Il y a, comme il y a toujours eu, à boire et à manger. Et surtout dans une catégorie de niche qu'est le cinéma d'horreur, qui oblige à respecter un certain style d'écriture, de mise en scène et à insérer des codes qui seront identifiables par tous. Mais j'y peux rien, je trouve ça dommage, ou en tout cas discutable, que la plupart des films contemporains se contentent encore et encore de reproduire mollement la même recette, sans chercher à renouveler le genre, créant ainsi des tendances qui ne bougent pas d'un iota pendant une petite dizaine d'années, avant d'être renouvelées par une autre tendance, un peu plus dans l'air du temps, et ainsi de suite. Le plus chiant, c'est que lorsqu'un créateur arrive à innover, et bien souvent à moindre coût, et que le succès est au rendez-vous, comme ça peut être le cas pour Paranormal Activity, pour ne citer que lui. On trouvera toujours une partie du public ou de la critique pour gueuler, et pour ceux qui ne gueulent pas, le concept est bien souvent récupéré pour en faire un produit marketing, à base de suites et autres remakes, certes plus impressionnants, mais à la qualité, disons, plus ou moins discutable. Enfin, qui n'égale pas vraiment l'œuvre originelle. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Massacre à la tronçonneuse est un très bon film que je te conseille vivement de regarder si tu ne l'as pas encore fait. Car n'oublie pas que le meilleur moyen de parler d'un film, ça reste encore de le regarder. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à te laisser. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à tout bientôt pour une prochaine chronique. Et coupez!